Écoute sur RFM. Devant le grand jury ce dimanche, le psychologue Serigne Mor Mbaye. Regard psychologique sur notre société, violence, fuite et tricherie, le psychologue Serigne Mor Mbaye fait le diagnostic et livre les remèdes. La campagne électorale, l'insécurité, l'instabilité dans certains pays d'Afrique, Serigne Mor Mbaye dit tout. Le grand jury, le psychologue Serigne Mor Mbaye, Antoine Diouf, dimanche sur RFM, 11h-12h. Serigne Mor Mbaye, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons l'immense plaisir de recevoir le psychologue Serigne Mor Mbaye. Et si mes souvenirs sont exacts, ce n'est pas la première fois que vous faites face au grand jury de la RFM. C'est ça? C'est pas la première fois, je ne me souviens pas, mais c'est pas la première fois. Serigne Mor Mbaye, nous vous avons invité pour faire un diagnostic de notre société malade de ses drames, malade de ses violences, mais malade de son indiscipline, bref, malade de tout. Une société où l'on fait la promotion de l'envers des valeurs. Et au cours de cette émission, il ne s'agira pas seulement de faire un diagnostic psychologique profond, mais surtout de proposer des remèdes. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Notre société donc est profondément malade. Le psychologue que vous êtes, est-il dépassé par ce qu'il voit et ce qu'il entend? Je ne suis pas dépassé parce que, moi je suis un observateur de la société, mon peuple et mon pays m'intéressent. Donc je vis quotidiennement avec ce pays et ce que je sais, c'est que depuis plus de 2 décennies, ces désastres, drames, violences, c'est quelque chose de tout à fait récurrent et je parle un peu comme une névrose de répétition. C'est une répétition de tout cela. Et vous avez l'impression de dire la même chose? Oui, j'ai l'impression de dire la même chose et pendant ce temps, je pense qu'en face, il y a pas des personnes, il n'y a pas un État capable de se ressaisir et puis d'analyser la situation et de poser des actes carrément de prévention ou d'anticipation de ces situations-là. Je vois qu'il y a une addition arithmétique d'individus, d'identités qui ne se renouvellent pas trop, qui se renouvellent à la saison, mais avec les mêmes habitudes, les mêmes, je dirais, les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Qui produisent les mêmes effets. Les mêmes effets, et sans, voyez-vous, sans projet. Oui, je pense que notre problème, c'est un problème de leadership. Ça veut dire que des hommes et des femmes capables de comprendre les enjeux du monde, de comprendre tous les atouts que nous avons dans ce pays-là et qui peuvent nous en faire profiter et pour nous projeter dans un avenir meilleur. Mais je trouve que il y a des forces sociales qui sont là et qui s'organisent à la saison pour de la prédation, pour se partager des dividendes et qui, en fait... C'est véritable rentier, quoi. Je pense que tout le monde l'a compris. Hein. Tout le monde a compris qu'en fait, ici, c'est cela et à la saison. Et en fait, le pays ne les intéresse pas. Parce que si le pays les intéressait, il y a des questions qui devraient être des questions nationales dont il faut débattre. Je rentre de Casamance. Mais la Casamance, le conflit en Casamance n'a jamais été une question nationale. Ça a été toujours une question de palais, où des gens s'enrichissent, jusqu'au moment où tout d'un coup, on voit à France 24... Avec la nomination de M. Casamance. Mais de M. Casamance à milliards, avec des valises qui voyagent et tout cela, ça n'a jamais été une question nationale. Et voyez-vous, jusqu'au moment où je vois récemment ce geste inamical de la France, où France 24 va aller interviewer Salif Sadio. Mon ami Gassama de Ziguinchor l'a fait une fois, il est allé en prison, on a arrêté Sud. Donc voyez-vous, il y a quelque chose, il y a comme une nébuleuse chaque fois par rapport à certaines situations. Et comme vous disiez tout à l'heure, on crie, on dit plus jamais ça, et puis on recommence. Et c'est les mêmes personnes, voyez-vous. Et là, je vous dis, quelque part, c'est des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une nation et qui ne sont pas mus, il me semble, par un sentiment patriotique, oui. D'ancrage. J'ai l'impression qu'ils sont dans une bulle et à partir de ce moment-là, il y a tous les possibles. Oui. Est-il facile de gérer cette société malade de 1000 morts?
Je pense qu'il est possible. Voyez-vous, lorsqu'il y a, moi je crois à l'État laïque, démocratique et républicain. Cela suppose un État qui a un projet de société qui comprend les enjeux du monde, qui comprend sur quel ressort il faut jouer, qui comprend cette dividende démographique que constituent les jeunes et qui comprend aussi les goulots d'étranglement, parce que c'est pas une société qui évolue, la société sénégalaise. Je pense qu'elle est foncièrement gérontocratique et réactionnaire. Il y a des forces sociales qui sont non intéressées au changement, au progrès, qui chaque fois tirent par le bas. Voyez-vous, donc s'il y avait un État républicain, et je dirais, moi j'ai préconisé en 2000 un despotisme éclairé, hein, oui. Parce qu'il y a des choses qui ne se négocient pas dans une société. Il faut le bâton parfois. Mais il faut un despotisme éclairé. Il y a des choses qu'on ne peut pas négocier dans une société humaine. Chaque fois, c'est les mêmes choses et chaque fois, et en fait, on essaie de dire, vous avez leur formule, le Sénégal, c'est qu'une tête, voilà, on ne peut pas la couper en deux, ainsi de suite, ce que Karl Marx aurait caractérisé de collaboration de classe. Hein? Oui. En fait de compte, on se recompose et si c'est une tête pourrie, qu'est-ce qu'il faut en faire? Et en réalité, c'est une tête pourrie. Parce que depuis 3 décennies, c'est comme cela, des situations de violence où les gens ne trouvent pas jamais réparation, okay, où les responsables se recyclent à la saison. Et c'est les mêmes. Donc cet éternel retour du même, ce cycle permanent, je pense qu'il faudrait mettre un terme. Oui, Serigne Mor Mbaye, parlons de la violence qui s'est emparée de la campagne électorale. Ce n'est pas une exagération quand on le dit. On a vu des armes à feu brandies, des armes blanches sortir. On définit la violence comme étant une opposition à la conciliation et au dialogue. C'est aussi l'outrance, c'est l'excès, c'est l'abus de force. Quelles peuvent être les causes réelles de cette violence électorale que nous vivons? Mais c'est des intérêts. C'est des intérêts qui sont en jeu, vous le savez, des intérêts surtout individuels. Ce n'est pas des intérêts de projet de société. Je pense que parmi cette masse critique d'hommes politiques, je ne doute pas qu'il y ait des patriotes. Hein, mais pour la plus grande partie, c'est des gens qui sont là, mus par leurs intérêts et qui sont mus par des dividendes au niveau institutionnel. Ils sont placés comme ministres ou au niveau de l'Assemblée nationale. Ils touchent des dividendes, ce qui leur permet aussi de manipuler le trésor public, de manipuler la société pour leurs intérêts propres. Donc ces gens-là, ce qui est évident, c'est que c'est des bandits. Bandits au sens où, en fait, la paix sociale, la paix du pays, mais ça ne les intéresse pas. C'est ça, il n'y a pas de morale politique de ce point de vue-là. C'est des intérêts, ils savent que s'ils ne sont pas promus de cette façon-là, c'est des minables, ils ne peuvent rien créer. Leur métier, c'est de la politique. Voyez-vous, et ça, c'est la grande masse de politiciens. Et un pays qui est fondé sur ça ne peut pas avancer. Il me semble qu'il nous faut réinventer, et je vais vers les solutions, il nous faut réinventer un nouveau pays, il nous faut réinventer d'autres valeurs, il nous faut revisiter les institutions, les mettre à niveau par rapport à nos ambitions. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Mais avec cette clientèle de politiciens qui se répètent et qui est mue par l'appât du gain et que j'appelle les mages 1000, mais tu ne peux pas avancer. Et ils peuvent mettre le pays en péril. Et c'est des mercenaires aussi, c'est des gens qu'on peut acheter à l'extérieur aussi. Oui, hein. Très bien. Voilà. Justement, nous sommes déjà dans la campagne électorale, mais abordons la dimension purement politique. Sommes-nous dans une campagne normale avec un vieux brusquard comme Abdoulaye Wade qui utilise des formules assassines contre le pouvoir, surtout contre Macky Sall, un premier ministre tête de liste de la coalition majoritaire au pouvoir, donc qui est ragaillardi par une foule immense au point de danser. Psychologiquement, que peut-on dire de tout cela? Je pense qu'il y a pagaille, hein, et il y a un règlement de compte qui est là. Hein. Je trouve que Macky, il vient du flanc de Wade. Je pense que Wade n'aurait jamais pensé que Macky Sall deviendrait un président de la République. Je pense que ça a dû le surprendre. Et ils ont des comptes à régler, ça c'est une évidence. Et c'est ce qui fonde aussi le caractère violent des propos. Moi, je ne dirais pas que Wade est un briscard. Je dirais que Wade, c'est un animal politique. Il a des ambitions pour son pays. Et je pense qu'on n'a pas fait mieux que lui. En 2000, il nous a quand même
fait parvenir à une révolution, c'est-à-dire qu'il y a une rupture au Sénégal, même si ça a versé par la suite dans l'innommable. Ce qui est évident, c'est que l'étape de 2000 a été carrément une véritable révolution. Personne ne l'attendait. En fait, la plupart des gens qui nous manipulent de l'extérieur et qui nous manipulent de l'intérieur n'attendaient pas cette lame de fond qui a mis terme au règne du Parti socialiste. Qui a tranché, comme vous dites. Voilà, du Parti socialiste. Donc, je pense que Wade, il a tous les droits. Et c'est dommage pour lui, cependant, qu'à son âge, qu'il revienne avec les mêmes attitudes, la même agressivité d'il y a presque 40 ans. Il a perdu le pouvoir, parce qu'il y a une volonté populaire qui l'a fait partir, mais il y a des forces extérieures. Cela peut-il expliquer son attitude aujourd'hui? Moi, je pense que lorsque je dis il a perdu le pouvoir par une volonté populaire et parce que aussi il y a certains qui ont voulu lui régler son compte aussi, parce que il y a eu un raidissement dans Wade, un raidissement patriotique, de fierté et tout ça, où il a mis en péril certains intérêts. Et à partir de ce moment-là, il a en fait, il a fait de graves erreurs lorsque il a commencé à parler de son fils. C'était méconnaître son peuple et son pays. Et je pense que certains en ont profité aussi, au-delà de notre raidissement, nous, en tant que citoyens, pour cette histoire de son fils. Il y a eu des forces aussi qui n'étaient pas intéressées par ce personnage-là, qui se pose en termes de fierté, un sentiment patriotique fort, qui défend les intérêts nationaux et qui diversifie aussi le partenariat économique de notre pays, et je pense qu'il a pâti de tout cela. Oui, et dans quel état d'esprit ou dans quel état psychologique se trouve-t-il aujourd'hui, si vous vous fiez à ce que vous voyez et à ce que vous entendez de la part d'Abdoulaye Wade? Je pense qu'il est dans un règlement de compte. Il a l'ambition de revenir. Il a l'ambition aussi de s'inscrire dans une nouvelle dynamique que celle qui est en cours. Et c'est légitime. Moi, je trouve que on ne peut pas lui reprocher c'est un Sénégalais comme tout le monde. On ne peut pas lui reprocher ce raidissement-là. Ce que nous voulons cependant, c'est que en ce moment, ce pays est quelque peu très fragile. Et il faudrait que les gens tiennent compte de cela. Quand je dis fragilité, Antoine, je pense qu'au plan géopolitique, vous avez vu ce qui nous entoure, ça flambe de partout. Et il y a une faiblesse de l'État. Ça, c'est une évidence. Ce que j'appelle la faiblesse de l'État, c'est quelque part, c'est que beaucoup de drames se répètent, beaucoup de désastres se répètent, et ces gens-là n'ont pas les moyens de pouvoir faire une prévention et pouvoir aussi circonscrire notre pays en termes de sécurité. Lorsque on me demande par rapport à la sous-région, comment on se situe, je dis, mais notre pays est comme une passoire. Notre pays devient attractif de par l'or de Sabodala, de par le pétrole. Question que nous allons aborder d'ailleurs au cours de cette émission. Son adversité, Abdoulaye Wade, vis-à-vis de Macky Sall, n'a-t-elle pas dépassé le terrain politique? Je pense que ça a dépassé parce qu'ils se connaissent. C'est des rapports, je pense, qui dépassent effectivement le terrain politique. Je dis, Macky est sorti du flanc de Wade. C'est une créature carrément de Wade. Je ne pense pas que c'est des ressources personnelles qui l'ont projeté dans cette posture-là. Wade a beaucoup joué dans ce domaine-là. Et je pense que, comme tu dis, au-delà du politique, il y a certainement aussi une agressivité liée au fait d'un sentiment de traîtrise qui viendrait de la part de Macky par rapport... Voilà, c'est comme ça certainement qu'il faudrait l'analyser. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est que la paix civile, la paix dans notre pays, dans ce contexte. Parce que je pense que ce contexte... qu'il appelle à une manifestation. Je pense que, Antoine, tout le monde peut appeler à une manifestation pourvu que ça s'inscrive dans les règles républicaines de respect des lois et tout ça. Ça, je pense que nous avons un acquis considérable de ce point de vue-là, et il faudrait que le ministère de tutelle fasse son travail et sache bien le faire. Et
vous avez l'impression qu'il y a une volonté manifeste de déstabiliser le pays quand Abdoulaye Wade appelle mardi prochain à manifester par rapport aux problèmes de production et de retrait des cartes d'électeurs? Je pense que là tu fais quelque part, Antoine, une obsession sur Wade. Hein. C'est répétitif. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Je pense que Wade, c'est un homme politique. Oui. C'est un citoyen. Il a les mêmes droits. Quand même un acteur politique. Un acteur politique essentiel qui irrigue encore notre imaginaire. Cela va de soi. Il fait peur parce qu'il est capable. Cela va de soi. Mais je pense qu'il est quand même raisonnable parce que s'il n'était pas, il n'y aurait pas eu l'alternance. Hein, quand il a fallu partir, il est parti. S'il est revenu, il a le droit de revenir et d'avoir une ambition. Donc, je pense que si il est mu par un sentiment patriotique, d'amour pour ce pays, il sait bien que nous sommes dans une période de grande fragilité depuis longtemps et que même après son départ, on est dans une période de fragilité et que personne n'a le droit de faire basculer ce pays vers l'horreur. On n'a pas le droit. On a déjà atteint. Le pays est déjà atteint par ces désastres que vous avez évoqués. Le pays est atteint aussi par tous ces horreurs-là que nous avons vécues depuis quand même une bonne décennie. Maintenant, ça suffit. Nous avons besoin de repos, nous avons besoin de paix, de paix civile, pour voir par quel biais nous allons prendre notre avenir et réinventer un Sénégal plus apaisé et de progrès. Très bien. Le grand jury qui reçoit aujourd'hui le psychologue Serigne Mor Mbaye. Notre pays a été secoué ces derniers jours par un drame qui a fait 8 morts, mais aussi par des scandales au BFM et au baccalauréat. Il faut mettre tout cela sur quel registre et sur le compte de qui? Antoine, tu l'as dit, désastre, drame, horreur. Je pense que c'est ça qui ponctue la vie de ce pays. Alors, c'est là où on dit, au niveau institutionnel, il y a problème. Il y a problème parce que lorsque je lis la presse et que je m'ouvre à comprendre ce qui s'est passé, il paraît que le stade n'était pas fréquentable. Et qu'en fait, du point de vue de la sécurité, il y avait problème. Parce qu'on a mobilisé nos troupes, police et autres, ailleurs vers cette campagne et ils n'ont pas su gérer. S'il s'agit de ces gens, ce qu'on appelle ASP, je ne sais pas, ils n'ont pas la maturité qu'il faut pour gérer de grandes foules. Il faut le dire. Donc la responsabilité est d'abord de l'État. Ça, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ce n'est ni le bon Dieu, ni mon marabout. C'est l'État. L'État, quand on dit État, ça veut dire que c'est cette formation organisée qui a le monopole de la violence, qui anticipe, qui organise. Voilà. Et ça, ils ont failli. Lorsque vous me dites les tricheries, je dis, mais tiens, ça c'est un drame. Je dirais même, je pèse mes mots, Antoine, c'est un génocide. Voyez-vous, c'est un génocide, c'est toute une génération dont la carrière est en péril, parce que le monde entier suit le Sénégal. On va se dire, mais tiens, le Sénégal, en réalité, ses baccalauréats et ses diplômes, c'est nul. Hein? Mais en même temps, il y a ceux qui ont réussi au baccalauréat et au BFM avec brio. Non, oui, mais d'accord. Qui ont leur mérite aussi, malgré ces petites... Mais d'accord, mais attendez, parce que je parle par rapport à l'extérieur. Oui. Je parle par rapport à l'extérieur. Ceux qui nous regardent disent, mais tiens, comment après 60 ans d'indépendance, ces gens-là qui ont quand même... notre pays a quand même, je dirais, une aura du point de vue de la production de ces intellectuels et tout cela, mais que nous versions dans cela, ça montre aussi la faiblesse institutionnelle de l'État. Ça, on ne peut pas dire autrement. Et quand vous dites les responsabilités, mais c'est encore, voyez-vous, c'est encore eux. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas jouer avec la vie d'une nation. Et ces jeunes générations qui sont chargées d'élaborer le futur, lorsqu'on met en péril leur avenir, lorsque on leur fait croire qu'il y a une autre possibilité d'aller à l'école, qui est de tricher et de magouiller, et que c'est les adultes eux-mêmes qui en sont à l'origine, mais c'est grave pour une société. Et c'est là où je dis, nous sommes dans une société où l'escroquerie est l'une des valeurs les plus sûres. L'escroquerie est la valeur la plus opérante. Ça renvoie à l'envers des valeurs dont je parlais tout à l'heure. Quand on triche pour obtenir son BFM, quand on fuite pour décrocher le baccalauréat, premier diplôme universitaire, est-ce à dire que notre pays est dans un état décevant et désolant?
Mais quand on triche aussi pour s'enrichir, parce que ces pays, on parle que de milliards aussi, et les milliardaires, d'où ils viennent? Ils n'ont rien hérité de leur père, ils n'ont rien créé, et ils deviennent milliardaires, ils vous comptent 2-3 milliards, on dit il a accusé, il a pris 2-3 milliards. Oui. Mais vous voulez dire que ces valeurs-là, c'est ces valeurs dominantes qui irriguent en fait l'ensemble des comportements de notre société. Ces modèles d'élite parasitaire qui pillent le pays, mais c'est ça qui la morale. De rente étatique. Mais c'est la morale du pays. C'est pourquoi je le résume en wolof en disant mais carte c'est pas le mérite, c'est pas l'engagement dans le travail, hein, et cette idéologie dominante, c'est ça aussi qui représente un modèle pour les jeunes. Filles, nous débrouiller ou quoi, nous débrouiller. Mais un pays ne se débrouille pas, un pays s'organise. Des valeurs, ça se négocie pas. C'est à partir des institutions familiales déjà qu'on fonde des valeurs et qu'à partir de ce moment-là, l'État a des valeurs aussi, les gens, les élites ont des valeurs qui ne sont pas négociables, mais si, c'est des valeurs de prédation et d'escroquerie qui représentent le modèle dominant. Mais c'est comme ça que ça et va par aller. rapport au bac, quelles mesures faudrait prendre? Mesures draconiennes pour qu'on ne connaisse plus ce qu'on a vécu, surtout cette année, parce que c'est encore plus exacerbé cette année. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter. Il faut arrêter ce pays, il faut réinventer autre chose, parce que, voyez-vous, on va réprimer des gens, mais la responsabilité, elle est partagée avec le ministre. Un ministre devrait démissionner, parce qu'il est concerné, parce que c'est son ministère, et c'est grave. Ce n'est pas dans notre culture. Mais c'est pas dans notre culture, parce que, je vous dis, nous ne sommes pas une société pour l'instant. Nous n'avons pas de projet de société. On joue avec le pays. Okay? Si on voulait que ce pays aille de l'avant, je dis, il faut qu'on réinvente autre chose et que nos institutions soient revisitées et que les comportements des uns et des autres aussi soient sanctionnés, parce que personne n'est sanctionné. Vous étiez en train d'évoquer le Diola, mais 3000 morts, plus que le Titanic. Mais où en est-on? On a dit plus jamais ça. Derrière toi, derrière ton bureau, il y a 2 années, lorsque des enfants ont cramé, ont été carbonisés. Tu as vu défiler ces échantillons de politiciens pour dire plus jamais ça. Et de plus belle, nos rues sont garnies de milliers d'enfants qui ont 3 ans, qui ont 4 ans, et qui représentent une honte pour une nation qui aspire en fait à l'émergence en comptant sur ses ressources humaines. Vous parlez de tous ces talibés qui forment les rues de nos villes. C'est effroyable, c'est effroyable. Pourtant, il y a un programme. C'est un échec, ce programme, alors. Mais bien évidemment, parce que ce programme n'a pas les moyens. Voyez-vous, lorsque programme, projet, ce pays ne fonctionne que de cela. C'est une question nationale, c'est une question de dignité nationale, c'est une question de projet de société. Aucune société humaine ne peut aspirer à l'émergence en gaspillant autant de ressources humaines, et qui représente en fait un danger aussi. J'entends partout dire oui, l'Afrique a une dividende démographique extraordinaire et tout ça. Ce n'est pas faux non plus. C'est pas faux. C'est une dividende démographique qui est une grande opportunité, mais qui peut représenter une bombe à retardement. Si tu n'es pas, excuse-moi le terme foutu, d'avoir une élite capable de faire un projet de société et d'en tirer profit en termes de conduire nos enfants à l'école pour qu'ils deviennent savants et de les doter de valeurs, de les doter de résilience, de les doter d'une compréhension des enjeux du monde, d'un monde qui se raidit. Et qui devient plus cynique, plus difficile. Si tu ne prépares pas tes jeunes générations à cela, mais tout le reste, c'est du blabla, c'est du bling-bling. Oui. Serigne Mor Mbaye, quand une société a atteint un taux de dégradation inouï des valeurs, par quel moyen est-il possible de la redresser? Moi j'ai dit à Antoine, il nous faut réinventer d'autres. Je dirais, il faut changer de logiciel. Il nous faudrait rechercher dans notre pays et dans notre peuple de nouvelles identités qui sont capables qui sont mues par un sentiment patriotique et par des valeurs. Il ne doit pas manquer, mais je pense qu'il faut renouveler cette classe politique qui, après 60 ans, parce que c'est les mêmes, c'est la même école qui s'est beaucoup dégradée d'ailleurs. C'est la même école politique qui s'est dégradée, des gens qui vivent de prébende, des gens qui sont quelque peu mercenaires, qui vendent nos ressources, qui les pillent,
qui sont alliés de forces internationales non intéressées au progrès de notre pays. Et je dis, si toutefois nous ne réveillons pas à cela, et c'est le moment, Antoine, parce que je pense que là, ça va encore. Mais lorsque le pétrole va couler, parce que tout le monde va parler de pétrole, lorsque d'autres minéraux vont être exploités, ça va susciter tellement d'avidité des uns et des autres que les choses vont être plus compliquées. Je pense que ce moment-ci, il faudrait qu'on s'arrête. Il faudrait qu'on s'arrête rapidement avant de basculer vers l'innommable. Et comment s'arrêter? Je pense que tous ceux qui aiment ce pays peuvent s'additionner pour dire non, basta, et qu'on essaie de recomposer, je dirais, le tissu politique et qu'on essaie de trouver une nouvelle orientation qui va dans le sens et du progrès et dans le sens de la sauvegarde des intérêts de ce pays. Et justement, l'éducation à la citoyenneté fait défaut dans notre pays. L'école du parti avec la formation des militants n'existe plus. La famille a démissionné. Est-il facile dans ces conditions de réorganiser une telle société qui a périclité à tout point de vue? Antoine, il faut arrêter avec les familles. Les familles n'ont pas démissionné, elles n'ont jamais été missionnées. Parce que une famille humaine... Quand même, quand on circule à minuit, on voit des enfants mais bien sûr, mais parce qu'il n'y a pas de 6 ans circuler dans la rue avec tout ce qu'il y a comme risque. Non, Antoine, c'est pour te railler un peu, parce que tu sais, les familles, elles ne peuvent pas parce qu'elles ne comprennent pas. Voyez-vous, depuis 30 ans, je répète à l'envie qu'il nous faut un vaste programme d'éducation des parents. Être parent devient dorénavant qu'il soit d'abord éduqué. Voilà, mais bien sûr... Être parent devient un métier, parce que les solidarités anciennes qui s'organisaient autour de l'enfant en termes de protection, mais ces solidarités n'existent plus. Les parents biologiques sont obligés aujourd'hui de prendre les responsabilités par rapport à leur progéniture et de distiller des valeurs. Mais quelles valeurs? Lorsqu'il y a un projet de société, l'État commande aux usines familiales, excusez-moi le terme, de produire des ressources humaines d'ici, des chiffres, des théories macroéconomiques de développement et tout ça, qui n'ont aucune prise sur le réel, parce que le pays est pauvre. Les jeunes sont dans une désolation et un sentiment de désespérance inouï, et qui font qu'ils sont à la fois un bétail électoral, ça veut dire qu'on les mobilise pour faire de la violence, mais aussi qu'ils représentent une menace même pour notre nation, en termes que à côté, Boko Haram ou autres djihadistes peuvent recruter ces jeunes-là qui sont désespérés. Et la pauvreté dans tout cela, quel impact? Mais tu sais, la pauvreté, c'est d'abord une pauvreté culturelle. On ne sait pas où on va. Je pense qu'il faudrait conduire notre peuple et notre pays à prendre conscience d'elle-même, à prendre conscience de l'impact de la crise sur son organisation et comment retrouver des ressources de résilience. Parce que notre société est très résiliente. Parce que voilà presque plus de 3 décennies quand même que nous tanguons, malgré l'agression de cet État croupillon qui nous gouverne et qui nous pille et tout ça, les gens arrivent à rebondir. Nous avons énormément de créativité, mais je pense que il faut travailler à réveiller les jeunes. Moi, je parle surtout des jeunes générations. Je crois que ces jeunes générations sont chargées d'élaborer le futur. Il faut mettre l'accent sur les jeunes, que ces jeunes-là comprennent les enjeux, ces jeunes s'organisent pour mettre fin. Parce qu'ils font 60% qui ont moins de 25 ans. Il ne faut pas l'oublier, Antoine. Et il faut rompre avec cette société gérontocratique de commandement pour aller vers une société démocratique, réellement démocratique, parce qu'elle ne l'est pas dès lors qu'elle n'est pas dans la justice sociale et qu'elle ne répartit pas les ressources vers les jeunes générations. C'est ça la problématique. Donc je pense qu'il faut travailler avec les jeunes pour qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes, qu'ils ne désespèrent pas, parce que j'ai écrit qu'ils sont en état de zombification, ces jeunes. Lorsque une recherche à l'IFAN dit que plus de 70% des jeunes gens de notre pays, entre 15 ans et 25 ans, ne rêvent que d'une chose, c'est partir de ce pays. C'est un désastre. C'est sur ces ressources humaines-là que nous pouvons compter pour aller de l'avant. Ces jeunes-là qui vont se noyer dans les flots de l'Atlantique. Est-ce que tu as vu l'État faire quelque chose?
ils ne se sont même pas émus de ces centaines de jeunes qui continuent de partir vers... Qui périssent dans le désert. Qui périssent dans le désert. Et ça n'a jamais été une question nationale. On en a peu parlé. C'est plutôt les gens qui ont peur, le grand hôte qui a peur d'être envahi, qui organisent les choses. L'Occident, oui. Mais nous... on n'a rien fait. On n'a pas réussi à séduire ces jeunes pour que ces jeunes restent et représentent pour nous les ressources humaines dont nous avons besoin pour élaborer le futur. Vous avez embrayé sur la question que je vais poser tout à l'heure. Dans tout ce qu'on a dit, il y a une ou des responsabilités à situer. Mais je voudrais savoir si dans ce pays on a un problème pour situer les responsabilités quand des situations graves se produisent. Je pose la question parce qu'avec le drame du Joola, rien du tout ne s'est produit. Vous l'avez dit tout à l'heure. Avec les accidents de Sonacos et de Medina Gounass, rien encore, ce n'est pas fini. Avec le naufrage de Bettenty, c'est sans suite. D'où ma question, a-t-on un problème pour situer les responsabilités dans ce pays? Mais qui doit les situer? Si celui qui doit les situer est le premier responsable, comment tu veux qu'on avance, Antoine? C'est ça la problématique. Voyez-vous, lorsque une société humaine n'est pas organisée, ce n'est pas possible de situer des responsabilités. Quand je dis, quand les responsables sont ceux qui doivent situer les responsabilités et qui n'ont aucune capacité d'anticipation par rapport à l'avenir et qui n'ont aucune idée de comment organiser une société humaine, parce que et là ça devient grave, ça devient extrêmement grave. Ils ne se pensent pas en termes de légitimité, ils ne se pensent pas légitimes, parce que s'ils se pensaient légitimes, mais ils auraient sanctionné. Et les gens auraient vu le modèle de sanction et cette société va se réveiller. Mais si eux-mêmes sont tout aussi dans cette idéologie-là de l'irresponsabilité, parce qu'eux-mêmes devraient être sanctionnés. Mais finalement, a-t-on peur de sanctionner, de prendre nos responsabilités? Non, mais qui? Moi, je suis évidemment, ceux qui sont nos gouvernants. Mais nos gouvernants, leurs insuffisances, vous les connaissez. S'ils n'avaient pas d'insuffisance et s'ils avaient une fermeté issue de leur légitimité, et qu'ils comprennent qu'ils ont la violence, qu'ils ont le monopole de la violence, en termes que c'est eux qui gèrent cette formation organisée, et qu'ils répriment, mais ils ont peur parce que, voyez-vous, ils sont dans les calculs liés à leurs intérêts politiques. Si je sanctionne, qu'est-ce qu'il va advenir? Il y a des forces sociales qui contrarient en fait tout l'ordre républicain. Et vous savez de quoi je parle. C'est les forces sociales d'obédience religieuse qui sont là. Donc ça cafouille de partout. Il y a l'État républicain, il y a à côté des forces sociales qui sont là et qui noyautent tout. Il y a leurs intérêts, ceux qui gouvernent, comme tu dis, il y a leurs intérêts politiques. Mais s'il y avait, je dirais, une formation politique, un État d'obédience, je dirais, républicaine, qui sait que pour construire un pays, il y a des choses qui ne se négocient pas, Antoine. Ça se négocie pas. Oui. Mais si on doit tout négocier, comme on dit dans le Masla, qui est un territoire, je dirais, d'échange et de bons procédés, et ainsi de suite, mais on ne peut pas s'en sortir. Il nous faut réinventer, je dirais, un nouvel État. Adossé à des valeurs et des hommes et des femmes qui comprennent les enjeux du monde. On ne peut pas construire une société de cette façon. Oui. Il y a des choses qui se négocient pas. Quand tu dis situer les responsabilités, mais il faut même les comprendre. Je donne un exemple. Quand vous dites de Medina Gounass, mais c'est cyclique cette histoire d'incendie. Je connais Medina Gounass depuis 30 ans, j'y passe. Et je vais vers Koundara et vers la Guinée et autres. Mais à chaque période, il y a du feu. Et couvre là-bas autre chose, un conflit intercommunautaire qui est grave, où les gens sont armés. Ça, l'État le sait. Jamais réglé, et l'État le sait. Et certains d'entre eux sont quelque part partisans sur des bases ethnocentristes et autres. Tout ça, on le sait. Donc ces gens, on n'en a pas besoin. On a besoin des gens qui disent, c'est l'État. L'État
nous organise, l'État nous protège, l'État nous séduit et nous mettons notre énergie dans cet état-là pour aller de l'avant. Mais lorsque l'État ne vient plus à séduire, les gens se réfugient dans des ethnies, dans des groupements religieux et autres. Tu as vu en fait comment aussi ce pays se cloisonne aussi dans des entités de type religieux ou de village ou d'ethnie. Ça, on n'a jamais connu ça et progressivement, on va vers ça. Justement, à vous entendre parler, on se pose la question selon laquelle, aujourd'hui, c'est désespérant pour notre pays. Ah ben, moi je pense mon épouse m'appelait tout à l'heure en me disant mais tiens on dirait que tu es désabusé. Je dis oui, je suis dans une sorte de dépression masquée parce que je vois l'avenir. Je suis préoccupé par mon pays et mon peuple et je vois que là où nous allons vraiment vers le mur et il faudrait qu'on se ressaisisse et que ceux qui m'écoutent et ceux qui nous écoutent, Antoine, comprennent que chaque Sénégalais est dépositaire d'une responsabilité et nous qui ne savons pas aller ailleurs que vivre au Sénégal, qui n'émergeons pas du Canada ou de d'autres nationalités ou autres, nous sommes vraiment intéressés. En fait, nous devons nous préoccuper de l'avenir de notre pays et de nos enfants et pour ce faire, je pense qu'il faut sortir des lâchetés, il faut sortir aussi de la déprime pour qu'on s'additionne, pour dire non, on ne veut pas aller là où vous voulez nous faire aller, nous voulons aller vers une paix, nous voulons aller vers une société de progrès, nous voulons aller vers, je dirais, une paix civile et vers la mobilisation de nos ressources à des fins de rendre ce pays plus attractif, plus attrayant, je dirais. Il fait bon de vivre. On fait 13 millions d'habitants, Antoine. C'est un petit pays qui a tous les atouts, au-delà du pétrole dont on parle, et qui n'a jamais développé un pays. Nous avons 365 jours d'ensoleillement, nous avons presque 700 kilomètres de côtes, nous avons des terres fertiles, nous avons de l'eau, nous avons des jeunes générations. Ben, écoutez, qu'est-ce qui reste? Il n'y a qu'une élite. Ça veut dire qu'il n'y a que des hommes et des femmes qui aiment ce pays et qui n'ont que ce pays-là et pas qui n'ont dans notre pays, parce que ces questions vous intéressent. Depuis qu'on parle de mines, de pétrole, de gaz, on a vu au plan sécuritaire, il y a des efforts à faire, surtout dans un contexte où le terrorisme inquiète le monde entier. Quelles mesures faut-il prendre? Je pense qu'il faut sécuriser les frontières d'abord. Au-delà des accords de la CEDEAO et tout, un pays ne peut pas être une passoire. Où tout rentre, ce n'est pas possible. Je pense que moi je voyage. Et vous avez l'impression que notre pays est non, c'est une véritable passoire ce pays. Moi je voyage sur les frontières et je sais que les gens se passent. C'est tout à fait normal. Nous voulons constituer la CEDEAO. Ils passent dans des conditions normales, non? Parfois non. Je pense que non. Je pense que non, parce que j'ai vu, je ne veux pas citer les frontières, mais j'ai vu passer partout du monde, et parce que aussi nous n'avons pas mis l'accent sur les forces de l'ordre. Je pense que nous devons vraiment renforcer ces forces de l'ordre, ces forces républicaines, par des bonnes garnisons de frontières, avec les moyens, parce que parfois ils n'ont pas les moyens de circulation et tout, et à partir de ce moment-là, sécuriser les frontières et sécuriser aussi l'intérieur du pays. Quand je dis l'intérieur du pays, il faut faire de la sécurité une question nationale. C'est pas quelques hurluberlus qui peuvent faire une sécurité. C'est un peuple qui comprend les enjeux du monde, qui comprend les dangers et qui peut aussi participer à sa propre sécurité. Parce que je prends des quartiers, je ne vais pas les nommer, où en fait il y a un melting pot ethnique extraordinaire, une mobilité, les gens vont et viennent, les gens s'inquiètent sans pour autant prendre conscience qu'ils peuvent quand même informer, je ne veux pas dire délation, mais ils peuvent informer l'autorité de ce qui se passe. D'ailleurs, récemment, disons il y a quelques mois, le président de la République avait invité les citoyens à collaborer avec les forces de sécurité. Oui, mais il faudrait que les citoyens... la sécurité du pays, c'est important aussi. Oui, mais je pense qu'il faudrait que les citoyens lui fassent confiance au président de la République, c'est le premier à devoir s'occuper de notre sécurité. Mais pour ce faire, il faudrait qu'on les renseigne, qu'on renseigne nos populations sur les enjeux. Ils entendent parler de terrorisme, ils ne savent pas ce que c'est. Il faudrait que vos radios et autres
Africains fassent l'essentiel pour leur expliquer ce que c'est et quelle forme ça prend, quelle forme prend aussi et terrorisme et grand banditisme, parce que le terrorisme va avec la drogue. On n'a jamais attrapé autant de drogue au Sénégal que ces dernières années. Donc, je pense qu'on est en train de... C'est lié aux découvertes pétrolières et gazières. Ce qui est évident, c'est que le pays va attirer énormément de monde. Voyez-vous, ça c'est une évidence. Si vous prenez le Kédougou, depuis que on parle par exemple de l'or, allez-y, moi je vais régulièrement, mais vous allez voir que toute l'Afrique est là-bas. Toute l'Afrique est là-bas et je peux vous dire que moi, en tant que citoyen, je ne dis pas que les forces de l'ordre qui sont dans cette région de notre pays ont les moyens de sécuriser cet ensemble-là. Je pense que ces forces de l'ordre n'ont pas les moyens. Il faudrait pouvoir les renforcer en moyens de mobilité pour qu'ils gèrent toutes ces populations qui arrivent de partout et qui viennent avec leur habitude et qui contrarient même l'exploitation industrielle. Est-ce que vous voyez? Oui. Hein, qui en fait contrarie l'exploitation industrielle. Je pense que dans cette région de notre pays, il faudrait imaginer aussi d'autres types de participation des populations pour éviter en fait des frustrations, parce que c'est assez fragile comme région de notre pays. Oui. Voilà. Avec l'or, les populations n'en profitent pas trop dans la région de Kédougou. Avec le pétrole, on devrait quand même bien profiter de ces ressources. Moi, je pense qu'il faut plus de justice sociale. Voyez-vous, on a intérêt, parce que le monde, comme je dis, les gens sont très ouverts aujourd'hui, ils sont devenus plus intelligents, ils comprennent beaucoup de choses, et je pense que pétrole comme or, comme toute ressource, appartiennent à une communauté humaine. Il faudrait de la transparence dans ce que nous faisons, et il faudrait plus de justice sociale, ça veut dire dans la répartition des ressources. Moi, je dirais que j'investirais plus sur les jeunes générations, j'investirais sur l'école, j'investirais sur la santé, j'investirais aussi sur l'agriculture. Comme je dis, je connais des pays qui ont énormément de pétrole et qui sont dans le désastre. Prenons le Venezuela. Hein? Aujourd'hui, on ne mange pas comme on veut au Venezuela, alors que ils détiennent une grande partie des ressources de pétrole du monde. Donc, il ne faut pas chercher à séduire nos populations aussi en disant on a du pétrole. Le Nigeria en a, et le Nigeria a des problèmes. Donc, il nous faut un projet économique, il nous faut un projet de société. Moi, je dis toujours qu'avant qu'un peuple ne rêve, il faudrait que ce peuple-là mange. Il nous faudrait que ce qu'on mange, qu'on puisse le produire. Séduire nos jeunes générations pour qu'ils aillent vers nos campagnes, pour produire ce qu'on mange. Et à partir de ce moment-là, c'est possible de profiter d'une manne de pétrole ou autre. Mais si 90% de ce que tu manges, tu ne le produis pas, tu ne peux même pas inventer une machine à casser des œufs. Tes jeunes ne croient pas à l'avenir dans leur pays, mais tu ne peux pas profiter de toutes ces ressources-là. Et je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt à ces ressources et qui sont capables, parce qu'ils l'ont fait ailleurs, de déstabiliser notre pays. Et quand un État est dans l'instabilité, il ne peut pas contrôler ni gérer ses ressources. Donc il nous faut une vigilance de tout instant pour que ces forces tapis dans l'ombre et qui sont intéressés par notre pays et tout ça, ne nous fassent pas basculer dans l'innommable ou dans l'horreur. Parce qu'ils l'ont fait ailleurs, on le sait. Oui, et justement, vous vous déplacez beaucoup dans la sous-région et même hors de la sous-région. Vous venez d'ailleurs de la Centrafrique, le Nord Mali. Vous connaissez très bien ces deux pays, pour ne pas citer d'autres, ont quelque chose de commun, c'est qu'ils sont en train de vivre les affres de conflits armés. La Côte d'Ivoire aussi a une situation actuellement bien particulière. Pourquoi les pays africains ne se relèvent pas ou se relèvent difficilement des conflits armés? Je pense qu'il faudrait qu'ils s'émancipent du grand autre. Du grand autre immonde, manipulateur et prédateur. L'Occident. Oui, le grand Occident. C'est une évidence. Il nous faut nous émanciper de cet Occident un temps soit peu. On ne peut pas, il faut gérer son pays et gérer ses ressources. Mais lorsque nos élites sont quelque peu mercenaires par rapport à l'Occident et qu'elles ne sont pas intéressées par leur pays, lorsque l'Afrique ne se réveille pas à devoir aller vers son unité,
où les pays, ces petits pays, voyez-vous, c'est des petits pays. Quand je dis des petits pays, c'est des petits marchés. Mais lorsqu'on regarde ce grand continent que je parcours depuis 30 ans, il y a tous les atouts du point de vue et des ressources, et tous les atouts du point de vue des ressources humaines. Mais il nous faudrait les protéger. Il nous faut travailler à cela. Si on est complètement entraîné par ce grand autre, immonde et prédateur, nous ne pouvons pas gérer notre destin. Ce n'est pas possible. Et il faut mettre ça dans les jeunes générations. Comment la Chine s'en est sortie, comme disait l'autre, quand la Chine s'éveillera, la Chine s'est éveillée, le 3e millénaire appartient à la Chine, on n'y peut rien. Nous, il nous faudrait aller dans ce sens-là pour dire non, pour pouvoir circonscrire nos intérêts par rapport à d'autres sociétés humaines. Oui, et justement, vous parlez de l'émancipation de l'Afrique, mais peut-on s'émanciper du jour au lendemain avec justement nos maigres moyens financiers aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un processus à suivre avant de s'émanciper comme ça? Non, quand vous dites maigre moyen, c'est pas possible, hein, Antoine, avec toutes nos ressources. Si toutefois, oui, justement, mais nous n'avons pas les moyens de les exploiter. Vous avez vu pour l'exploitation du pétrole et l'exploration déjà, on a fait appel à des sociétés. Oui, mais il y a des façons de faire avec ces sociétés-là pour protéger nos intérêts et pouvoir mieux gérer nos dividendes, mieux former notre jeunesse à des fins de pouvoir nous-mêmes exploiter et choisir les plus opérants et les plus intéressants, parce que du point de vue des marchés que nous contractons, tout le monde sait qu'il y a une grande nébuleuse par rapport à ces marchés. Il nous faudrait plus de transparence par rapport à cela et une meilleure gestion des résidus de cela, parce que comme je dis, je ne crois pas que le pétrole va nous développer. Ce que je crois, c'est que nous allons produire des ressources humaines qualitatives, nous allons développer notre agriculture, nous allons développer l'énergie dans notre pays, pas du charbon. Hein. Je ne pense pas que les unités polluantes dont l'Occident n'a plus besoin, comme les voitures, les cadavres de voitures qui nous envoient, ça on n'en a pas besoin. Nous avons une chance de pouvoir profiter de cette dimension, d'avoir été préservé un peu de la pollution des industries occidentales. Donc il nous faudrait aller vers le bio, il nous faut aller vers l'écologie, c'est ça qu'il nous faut. Et nous avons un potentiel énergétique extraordinaire qui jure d'avec ces centrales à charbon ou ces trains électriques qu'on veut nous envoyer. Est-ce que les Africains ont compris ces enjeux dont vous parlez? Je pense qu'il y a une certaine élite qui l'a compris. Elle se rédit comme elle peut. Elle est combattue. Elle est combattue en soi par le grand autre, parce qu'ils ne veulent pas de ces élites, je trouve, patriotiques. Et j'avoue que c'est avec cette élite-là qu'il faudrait composer pour même leurs propres intérêts, parce que l'élite prédatrice qui vole l'argent, qui l'investit en Occident, elle finit par semer la pagaille dans les intérêts occidentaux. Il faudrait que les Occidentaux et tous les autres, en fait, sachent qu'il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas anti-occidentales. Moi, je ne suis pas anti-français. Je suis à la limite français parce que ma culture en fait partie, mais je suis profondément africain et profondément sénégalais, et les intérêts du Sénégal d'abord. Donc on peut composer avec moi sans pour autant me jeter aux orties en pensant que nous sapons les intérêts des Occidentaux. Faudrait qu'ils le sachent. Le terrorisme, écoute, c'est la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance qui amène à ces phénomènes-là. C'est des peuples qui se raidient, c'est des peuples qui se sentent exclus, qui tout d'un coup versent dans l'horreur et versent dans ces idéologies-là. Donc je pense que les sociétés occidentales ont tout intérêt à composer avec ce que l'Afrique a de meilleur parmi ses élites, qui est animée par un sentiment patriotique fort, qui ne va pas faire dans le mercenariat. C'est cela. Très bien. Professeur Serigne Mbaye, merci. C'était un immense plaisir d'être avec vous dans ce grand jury. Je rappelle que vous êtes psychologue. À la présentation, Antoine Diouf. À la technique, Alimba. J'aurais voulu, Antoine, que vous me définissiez comme citoyen et pas comme psychologue, parce que cette casquette-là, je suis un citoyen du Sénégal et de l'Afrique. Voilà. Et dis-moi. Merci beaucoup. Merci, Serigne Mbaye. Bon dimanche à toutes et à tous.